On est de retour cette fois avec tout le monde pour parler de l'avenir du Canadien, l'avenir rapproché. On sait qu'il y a eu une conférence de presse de Kent Hughes pas plus tard qu'aujourd'hui. Il a mentionné que Ben Sherratt, notamment, quand on va avoir la bonne transaction, il va partir. à peu près, c'est après ça qu'il a dit. Puis il y a plusieurs autres joueurs aussi qui ont été nommés directement ou indirectement. Mais tout d'abord, on va poser la question de Luc Lalancette qui nous demande qui voyez-vous pour remplacer Price comme numéro 1 l'an prochain? Ben, Hugo, c'est clair, c'est Kevin Poulin. Kevin Poulin, là. Mais pour les autres, c'est quoi vos réponses? Andrew Jake Hammond, Allen. peut-être Jake Allen. McNevin? Jake Allen, ça va être Jake Allen. Ouais. Ça peut être Jake Allen aussi. Je pense que Je dis pas que c'est le numéro 1, mais je dis que ça va être lui. Ça pourrait bien être lui. C'est un gardien de reconstruction, mais c'est ça. À Saint-Louis, on a vu qu'il a comme le talent d'un 1B, tu sais. Moi, d'après moi, on revient avec la même paire l'an prochain. Exactement. Allen, Montembeault. Montembeault fait quand même bien, il mérite sa chance. Oui. On a rien à Moitié-moitié. Je ferais moitié-moitié. Oui. Je pense, pour les deux, c'est bon. C'est les gardiens, je pense, qui sont capables de jouer 40 matchs. Ouais, exactement. Puis on sait que la formule avec Jake Allen, là, ça marche bien. Quand il joue 50-50, en fait, avec l'autre gardien, ça marche super bien. Il y a des résultats qui sont là. Donc, ça peut être une belle formule. Montembeault, s'il joue plus qu'une fois par 4-5 matchs, comme c'était au début de la saison, il est capable de trouver un certain rythme. Puis il est capable de donner des bonnes performances quand même. Là. Ouais, ça Ben oui, moi j'aime bien Montembeault, puis je pense qu'il est très bien fait cette année. Là, il y a une petite blessure et il n'y a pas de club devant lui non plus, fait que ça aide pas ses statistiques. Il n'y en aura pas plus l'année prochaine. Exactement. C'est sûr. Sinon, Mikko Koskinen devient agent libre si on en a besoin. Si on tank encore. Regardez, on a pas Non, mais on veut il y a quand même... Ouais, mais il y a quand même des choix des fois le intéressants. nombre de pouces couverts devant le filet. Ben oui. Mais tu sais, parmi les noms, quand même, je suis allé voir un peu. Là. On a Darcy Quimper, Thomas Greisch, Yaroslav Alak, peut-être un retour. Cortisalo, Corey Schneider. Bon, Schneider, c'est fini, là. Mais Pavel Francouz, tu sais, on a quand même quelques gardiens numéro 1B, mettons, qui vont faire le travail si on regarde pas ça Montembeault. serait ironique et délicieux, là. Ouais, ça serait légendaire. Ça serait légendaire, alors qu'il revienne. Ça serait pas pire. Luc, Alak, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, un retour à Montréal? Tout d'abord, messieurs, je m'excuse sincèrement. Mais sérieusement, c'est ce qui arrive quand on est au travail en même temps. Mais je vous raconterai que, exactement, moi, je pense que Jake Allen doit être gardien numéro 1. Moi, personnellement, la théorie de Yaroslav Alak, ça suffit la nostalgie, là. Je veux bien croire à un certain point, mais il arrive à un moment donné où est-ce qu'on a d'autres choix que de faire avec. Et ceux qui veulent espérer à Yaroslav Alak, je vous invite cordialement à retourner. Souvent dans ton local, il faut faire avec. Ça, je vous présente, en fait, il n'est plus là, mais c'est Rémi Viron, c'est le caméraman pour l'équipe que je couvre. Oui. Mais, Enchanté. Enchanté, oui, exactement. Il ne vous entend pas, mais c'est bien correct. Il est enchanté de faire ta connaissance, Éloi. Les joueurs du direct, même en balado. Mais un peu plus sérieusement, donc moi, je pense que Jake Allen est vraiment la bonne option. Samuel Montembeault tente de démontrer également que malgré sa blessure, je le considère qu'il est peut-être à un niveau à 25 ans, 26 ans, avoir sa place comme gardien numéro 2 à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Et en plus, vu qu'on semble adorer vouloir économiser également, ou pas, tout dépendant de la perspective, Jake Allen va juste coûter 2,85 pour la prochaine année également. Ouais. Alors, pour Jeff Molson qui veut vraiment investir son argent correctement, c'est une bonne option de garder Jake Allen. Et donc, le reste de Yaroslav Alak, vous pouvez retourner, ceux qui rêvent à ça, vous pouvez retourner dans les années 80-70, ça va me faire plaisir de ne pas vous revoir pour les 2 prochaines années. Les années 80-70, wow. Ouais. Puis sinon, du côté des patineurs, les gars, là, on a parlé de Sherratt, mais qui est-ce qui s'en va dans les prochaines semaines du côté du Canadien? De qui on se débarrasse? Là, c'est sûr, il y a des joueurs dont on ne peut pas se débarrasser parce qu'ils ont des contrats trop longs, trop lourds, mais Petrie, Sherratt, d'après moi, en tout cas, c'est pas mal les bases là, dont on va essayer de se débarrasser du côté du Canadien. Au niveau défensif, je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile de se débarrasser de Joel Edmondson, pareil. Le gars a gagné une Coupe cette année, il est encore jeune. Je pense que c'est important pour le Canadien de le garder. Puis sinon, je dirais, les gars, qu'il n'y a pas grand monde qui va rester. Là. Selon moi, Suzuki, Caulfield devraient rester. Ça, c'est sûr et certain. Mais à part de ça... Savard, moi, je pense qu'il va rester. Oui. Pardon? Savard, il va rester. Savard devrait rester. C'est sûr. Savard Edmondson, c'est une première... on s'entend. C'est une première affaire d'une équipe en reconstruction. Ils sont bons que les jeunes, ils ont du leadership. Fait. C'est
il faut quand même une base à la défense. Là. Pour le reste, ça va être du Goulet, du Romanov, du peut-être Harris, du Schulman peut-être, whatever. Là. Mais non, exact. Jake Evans aussi ne devrait pas partir. Mais pour le reste... les jeunes, c'est ça. Les jeunes vont rester. Exact. Pour le reste, tout peut partir. Tout le monde a une chance de partir. Puis il y en a que, selon moi, c'est rendu inévitable. Jeff Petrie, on s'entend... On a un peu atteint un point de non-retour, même aujourd'hui, il ne veut pas s'adresser aux médias par rapport aux propos de Kent Hughes. C'est sûr, c'était déjà perceptible là, depuis le début de la saison qu'il n'était pas heureux, mais disons que ça s'enligne vers là de ce côté-là aussi. Oui, exactement. Je pense même que Jeff Petrie est déjà ailleurs. Là. Il est déjà rendu avec le jersey sur le dos en ce moment. Là. Tu penses que ça va à Détroit? Moi, je pense que oui. Oui, ça serait concept, en tout cas, avec son père qui a joué pour les Tigers. Moi, je pense que ça ne serait pas concept parce qu'il se retrouverait sur le premier duo puis il ferait encore du caca comme il fait à Montréal. Julien est clairement un partisan de Jeff Petrie. Dans l'histoire récente du hockey, on a vu là, des pas professionnels. Là, ça arrive des fois, t'en pognes un ou deux dans une équipe, mais qui est vraiment pas pro. Là, ben, Jeff Petrie, c'en est un. Puis il est pas pro parce que je sais pas, il est très, très fragile là, mentalement. Là, c'est quelque chose. Stéphane White a dit ça cette semaine, d'ailleurs. C'est du papier de soie, là. Fait que, c'est difficile. C'est ça. Mais pour revenir à la question de base, d'ici l'année prochaine, je vais me donner un gap là, de l'été puis de la date limite des transactions. Sherrod, Petrie, Lekonen, Gallagher, Dvorak. Armia. Non, on ne sera pas capable parce qu'il y a trop un salaire de boîte. Je pense qu'on va débarrasser de Gallagher avant Armia. Oui. Moi, je pense que Gallagher, il y a plus de valeur dans la ligue qu'Armia. OK. Intéressant. Ouais. Est-ce que vous pensez que Paul Byron va rester? Oui. Oui. Le contrat, encore oui, là. parce qu'il fit dans la il s'intègre dans la philosophie que Ken Hughes va avoir, c'est-à-dire une formation rapide. Alors, dans l'optique-là, pour un joueur de troisième trio, je pense que Paul Byron va rester à Montréal. Moi, je vais vous dire, là, si on est capable de liquider Petrie sans garder de salaire, moi, je suis prêt à garder 1,5 avec Gallagher. Ben oui, absolument. Absolument. Puis Gallagher, il est prêt à partir, là, il l'a dit lui-même. Il veut gagner, Gallagher, il est tanné. Sauf que 6,25 lui aussi, si je ne me trompe pas. 6,5. On s'entend, ça ne sera pas facile non plus à échanger là, Gallagher pour encore plusieurs années. Je comprends qu'il y a une certaine valeur, mais pour qu'une équipe veuille le prendre à ce salaire-là, j'ai l'impression que le Canadien, au final, ne va pas recevoir grand-chose d'intéressant. Non, mais comme je dis, il faudrait qu'il garde 1,5 au moins. Là, en tout cas, un Lekonen. 5 millions, une équipe en... Tu vois, moi, je le verrai à Ottawa, par exemple. Je ne dis pas qu'il va aller là parce qu'il ne gagnera pas, mais ou une équipe, tu vois, même à la limite, genre le Wild du Minnesota. Ou, eux ont plus d'argent. En tout cas, un Lekonen, je pense qu'il va partir aussi d'ici l'année prochaine parce que tu as Heinemann puis tu as des joueurs comme ça dans les filiales qui jouent un peu de la même façon, qui vont peut-être venir prendre ce genre de place-là à l'avenir. Puis qu'est-ce que vous pensez justement de l'échange de Toffoli? Est-ce que vous pensez que le Canadien en a eu assez en retour? Julien, c'est quoi ta réaction quand tu as vu la transaction de Toffoli? J'ai été surpris que ça soit lui en premier. Est-ce qu'on en a reçu assez? Probablement, parce que Hughes a dit que c'était une offre trop alléchante. Puis pour échanger un gars avec ce type de contrat-là, j'imagine qu'il fallait vraiment une bonne offre. Fait que j'imagine que oui. Il voulait absolument le prospect Heinemann. Moi, je suis pas convaincu de ce prospect-là. J'ai vraiment fait le tour de beaucoup de scouts ou des entraîneurs justement de Suède où tout le monde parlait de lui. Puis honnêtement, il ne faut pas fonder trop d'espoir. En tout cas, je ne sais pas ce que Kent Hughes et Gorton auraient pu voir que tous les autres que j'ai entendus ce sujet auraient vu. Mais s'il fait un troisième trio, là, ça serait excellent. Là. Ouais. Puis on a le trio Pitlick maintenant.
quand C'est même. vrai. C'est vrai. La famille Pitlick va régner le Canadien dans quelques années. Mais non, je trouve qu'on a reçu beaucoup pour Tyler Toffoli. Écoutez, c'est ça que je voulais dire dans la chronique précédente, mais parmi tous les joueurs que je voyais partir, moi, personnellement, je m'imaginais pas que Toffoli faisait partie de ces joueurs-là. Avec tout ce qu'il a fait dans les dernières années, mais en fait, dans la dernière année et demie, là, si vous voulez, pour le Canadien, il avait sa place. Martin Saint-Louis l'aimait aussi. C'est un peu bizarre qu'on y aille avec Tyler Toffoli comme premier gros joueur, entre guillemets, à partir dans le club. Mais encore une fois, puis on en a parlé un peu, les gars, Heinemann, c'est ça. Il y a une raison pourquoi Hughes est allé le chercher. C'est des gars de stats avancés. Peut-être que justement, Heinemann va avoir pour rôle de remplacer ce type de jeu d'un joueur qui fait partie du Canadien présentement. Je pense que c'est un peu comme un Arturi Lekonen, mais en plus gros, en plus rapide. Puis c'est exactement la philosophie de Gorton, de Hughes. Puis on veut rajeunir l'équipe, on veut pas payer cher. Ben oui. C'est un facteur là-dedans. Mais le fait qu'on ait été chercher, je veux l'avoir, qu'on ait été chercher un choix de première ronde, ça, c'est quand même un bel exploit. C'est jamais arrivé durant l'ère Bergevin. C'est jamais arrivé, exactement. Chercher un choix de première ronde. Exact. Puis on peut dire un gros merci à Tyler Toffoli parce que personnellement, il a connu ses meilleures années dans les dernières années. Donc, sa valeur a augmenté. Puis avec son contrat, c'était favorable à Calgary. Donc, non, moi, je pense que l'échange a été... c'était un bon échange. Tout le monde va gagner là-dedans. Absolument. Puis, ben, moi, écoute, c'est une transaction que j'ai quand même aimée parce que Toffoli pour les 3 prochaines années, mais le Canadien va être dans les bas-fonds pour les 3 prochaines années, probablement. Donc là, tu prends une chance sur Heinemann et un choix de première ronde qui va être comme 20e à peu près, là, grosso modo. Fait que, tu sais, le mieux qui peut arriver, c'est que tu as 2 joueurs de la LNH. Sinon, tu en as peut-être un. Puis au pire, tu en as 0, mais dans les 3 prochaines années, de toute façon, c'est pas si grave. Luc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Ben écoute, moi, je pense que c'est une bonne transaction pour un choix de première ronde, mais le but, je pense que cette année, avec 12 choix, là, tu peux pas repêcher 12 espoirs. Ça, c'est automatique. Moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait un des 2 choix de cette année qui partent avec 2 choix de 3e ronde pour un choix de première ronde l'an prochain. Je pense que, écoutez, c'est pas compliqué. Tu n'auras pas le choix de donner 2 choix de 3e ronde en plus de ton choix de première ronde parce que les DG ne voudront pas céder leur choix de première ronde. Donc, il va falloir que tu surpayes. La QV s'annonce très bonne l'an prochain. Ouais. Il y a un prix à payer et il y a d'autres équipes dans le top 10 qui vont peut-être être intéressées, qui risquent d'être dans le top 10 l'an prochain, qui voudraient peut-être avoir un joueur de plus dans le top 20 cette année, être en mesure d'être repêché. Alors, tu n'auras pas le choix de payer un prix plus élevé cette année, mais pour 2 choix de 3e ronde, plus un choix de premier de cette année, pour un choix de premier l'an prochain, je pense que ça va être c'est une transaction qui peut être très intéressante. Et pour revenir au point précédent, au niveau des joueurs que je vois partir, moi, je pense que je vois au contraire Joel Edmondson partir en premier. Ah oui. Parce que tout simplement, et même je ne serais pas surpris que David Savard parte. C'est pas compliqué, messieurs. Savard est venu ici. Il n'y a pas de clause de non-échange. Oui, ça te prend des vétérans. Par contre, à 3,5 millions, s'il n'est pas blessé, il y a des équipes qui vont être intéressées à un défenseur qui peut jouer sur une deuxième paire à 3,5 millions par année. C'est la réalité. Moi, je ne serais même pas surpris de voir les 4 défenseurs partir. Est-ce que c'est ce que je souhaite? Non, parce que je garderais Edmondson et Petrie. Pas Petrie, excusez-moi, mais Savard. Mais il y a une chose qui est sûre. Dans le contexte pour Joel Edmondson, une équipe que je verrais être intéressée par le défenseur Edmondson, c'est Winnipeg. Ouais. Moi, je pense que Winnipeg, en jouant un peu en échangeant un joueur de ta masse salariale, moi, personnellement, je ne serais pas surpris de voir les Jets de Winnipeg être actifs ou du moins aller s'enquérir de la situation de Joel Edmondson. Parce qu'à 3,5 millions pour les 2 autres années suivantes, c'est un défenseur qui peut très bien jouer dans le top 3 d'une formation sans problème avec le défenseur défensif de la paire. Et au niveau offensif, il y a des choix à faire également. Paul Stastny ne devrait pas re-signer l'an prochain à Winnipeg. Et quand on regarde la défense, Nate Schmidt est quand même un peu surpayé. À 6 millions. Vous avez Demelo, Logan Stanley pour les 2 prochaines années. Peut-être un gars comme Edmondson, justement, avec Stanley pour venir l'encadrer. Ça ne ferait pas de tort et ça libérerait peut-être des sous un peu au niveau des Jets pour re-signer par Pierre-Luc Dubois à un prix décent
et d'avoir un noyau plus compétitif et avec un salaire mieux réparti en attaque, parce que c'est important de rappeler pour les Jets, Reichel, Svechnikov également sont à re-signer cette année comme joueur autonome avec restriction. Alors, si on est capable de bouger un peu un défenseur et d'aller en chercher un moins cher, c'est là que ça devient intéressant, par exemple, pour les Jets, pour aller chercher Joel Edmondson. Mais je ne dis pas qu'il faut enlever Winnipeg, mais je dis que ça peut être... Ça peut être une belle place. Ouais. Exactement, pour se rapprocher de sa famille avec le décès de son père. Même Sherrod avec Winnipeg, il pourrait retourner à Winnipeg. Il était super aimé là-bas. Non, je pense pas que Sherrod s'en va à Winnipeg. À une année de contrat, c'est clairement une équipe qui est dans le top 6 au classement général. Ce qui est plate pour Winnipeg, l'année qu'ils n'ont pas signé Sherrod, c'est parce que Byfuglien est encore sur leur masse. Il a pris sa retraite au camp d'entraînement. Il aurait pu signer Sherrod s'il avait su à ce moment-là que Byfuglien sortirait. Puis depuis ce temps-là, il leur manque en plus. Nicolas, tu nous as mis à l'écran que Luc Lelancette nous demande de Subban à Montréal pour 2 ans en attendant que les jeunes se développent. Je vois du monde qui se coule la tête. Nick, tu voulais-tu intervenir par rapport à ça? Non, ben tu sais, de mon côté, je suis d'accord en fait avec les hochements de tête de Julien Hugo. Moi, je ramènerais pas Subban. Je pense que l'histoire entre les deux, c'est mal terminé. C'est pas, ça serait un peu comme Alak tantôt qu'on parlait revenir dans le passé. Oui, pourrait permettre de combler un trou, mais de toute manière, on n'est pas là pour gagner l'an prochain. Ouais, mais tu peux pas combler des trous. Non, mais si j'allais dire, laisse-moi terminer. Okay. Et le problème aussi, c'est côté attitude. Quand il est parti de Montréal, il y avait un problème d'attitude, puis on parlait dans la chambre qu'il prenait trop de place. S'il revient, oui, OK, il comble un poste, mais va peut-être causer les mêmes problèmes dans le vestiaire, va peut-être maturer, oui, mais je pense pas que c'est une bonne idée de retourner avec Subban pour les 2 prochaines années. Bon, je vais-tu rajouter, Julien? Ben non, mais c'est parce que le gars, il n'est pas capable de rester dans une équipe. Ben, qu'il y a un problème. Puis tu veux passer dans ton vestiaire quand tu as des jeunes. J'aime mieux avoir un 8e def, là, des Good Branson de ce monde, là, qui sont finis raides, mais qui ont un bon leadership. Puis là, tu remplis les trous avec ça, pas avec Subban, qui va foutre la merde dans ton vestiaire. Mais, attends un peu. Si on parle d'un Subban en fin de carrière, ou du moins, mettons, je me projette dans l'avenir, hein, parce qu'il faut se projeter dans l'avenir. Oui, avec le Canadien, t'as pas le choix. Oui, effectivement. Dans 3 ans, ça pourrait peut-être une avenue envisageable dans la mesure où est-ce que Subban ne sera pas sur les 2 premières paires ou du moins va agir là un peu, pourrait agir un rôle comme, je donne un exemple. De relations publiques. De relations publiques. Mais d'un point de vue d'expérience, un peu comme Hallgill, par exemple, un vétéran qui a connu, qui n'a jamais nécessairement, dites-moi si je me trompe, mais Hallgill n'avait jamais gagné en carrière sa Coupe Stanley quand il allait à gagner avec les Pingouins. Oui, mais c'est ça, mais quand il allait à gagner avec... Moi, mais qui est arrivé avec les Pingouins comme un vétéran dans un vestiaire, qui a de l'expérience. Je dire à Montréal. Non, je parlais avec Pittsburgh, donc ça peut être une option s'il y en a qui veulent revoir Subban. Moi, je ne le vois pas dans les 2 prochaines années, mais à partir de la 3e et 4e année d'aujourd'hui, ça pourrait être une possibilité si jamais on veut revoir Subban à Montréal. Mais là, tu as comparé Hallgill que c'est un coéquipier exemplaire dans un vestiaire. Non, c'est pas exemplaire, mais je te parle, il y a de l'expérience dans le circuit. Ça peut venir aider. Il y a quand même, tu sais, il ne faut rien enlever à Piqué, il y a quand même une finale de la Coupe Stanley. Ça, je veux dire. Pierre Norris. Le Norris, ça, on en discutera. Mais si on prend d'expérience de vie, il y a une finale de la Coupe Stanley qu'il y a bien des jeunes dans l'équipe du Canadien dans 2 ans qui n'auront jamais fait. Fait que tu peux le voir de différentes façons, mais c'est clair dans un vestiaire. Il ne faut pas qu'il soit le leader, il ne faut pas qu'il soit dans le premier tiers de leader, ça c'est sûr et certain.